Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un épisode, celui qu'on fait habituellement à chaque fin d'année, le bilan de l'année qui vient de se terminer, la terrible année 2020. Et on en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Oui, on espère que ça sera mieux. On met la barre très bas. C'est ça. Donc dans cet épisode bilan, on vous raconte un peu tout ce qu'on a vu cette année, toutes les comédies musicales qu'on a vues. Bon, on voulait commencer un peu par un bilan de l'hécatombe, on va dire, puisque pour ce qui concerne les pièces, on n'a rien vu au théâtre à Paris cette année, puisqu'évidemment, il y a eu le confinement, etc. Et puis, par la suite, tout a été repoussé. Donc parmi les choses qu'on voulait voir, Charlie et la chocolaterie au gymnase Maribel a été repoussé, pour début 2021, mais on ne sait pas trop, de toute façon on n'a aucune idée de la date de réouverture des salles. Le Roi Lion à Mogador a été repoussé à septembre 2021, après avoir été repoussé à mars. D'ailleurs j'avais pris une place pour avril, donc j'étais un peu dégoûtée. Maintenant j'ai repris une place pour septembre, donc j'espère que la rentrée 2021 ce sera bon. Les producteurs, pareil, repoussés à septembre 2021. 42nd Street, la reprise de la production de 2016 au Théâtre du Châtelet, repoussée d'1 an également. Starmania, le revival événement, a été repoussé à fin 2021. Et on n'a aucune nouvelle du Théâtre Marigny qui produit des comédies musicales en anglais. Donc c'est très très triste pour ce qui est du théâtre musical à Paris. Fanny, tu as quand même vu des choses à Londres en début d'année. Alors raconte-nous ce que c'est, comment c'était le théâtre à l'époque. Alors oui, j'ai la chance d'avoir pu faire un petit séjour à Londres en février 2020, ce qui semble être il y a à peu près 10 ans en année ressentie, mais c'était donc il y a un peu moins d'1 an. Et à l'époque, nous étions encore dans une totale insouciance, pas du tout au fait de ce qui allait nous tomber dessus. Et donc, les théâtres londoniens jouaient à plein régime. Et j'ai donc vu 3 pièces à cette occasion. La première d'entre elles, c'est Come From Away, que j'avais vu d'ailleurs suite à ton conseil, Anna, parce que tu en avais parlé dans notre Oui. bilan, il me semble, de l'année dernière. Tu avais été à Londres et moi je ne t'avais pas accompagnée pour une fois. Donc voilà, donc j'ai été voir Come From Away, cette comédie musicale canadienne dont le livret, la musique et les paroles sont d'Irene Sankoff et de David Hein. Tu avais raconté l'intrigue, hein, je la résume en 2 mots, c'est donc l'histoire d'un de ces avions qui ont été détournés après le 11 septembre et qui ont dû atterrir de manière forcée. On suit donc l'un d'entre eux qui s'est posé dans la petite ville de Gander au Canada, et on suit donc l'histoire des différents villageois qui vont recueillir et aider ces passagers éplorés qui sont loin de leur famille et qui se demandent bien sûr quelle est la catastrophe qui est advenue et si leurs proches sont en bonne santé. Donc j'ai, comme toi, été tout à fait conquise par le spectacle. C'est une comédie musicale qui a la particularité d'être assez courte, de pas avoir d'entracte et donc d'être assez rythmée en fait. Tout se passe très vite, mais c'est très entraînant. La musique est vraiment super. Quelque chose qui m'a particulièrement convaincue, c'est les changements de costumes en fait, puisque le nombre d'acteurs est assez réduit et que chacun interprète plusieurs rôles, et donc il y a des petits détails qui changent dans leur tenue vestimentaire pour comprendre lorsqu'ils passent d'un personnage à l'autre. C'est assez subtil, mais ça fonctionne très bien, et voilà, on s'attache bien aux différents personnages alors qu'ils sont brossés chacun à traits un petit peu rapides. Bon, sur la morale de l'histoire, ce côté grand élan de solidarité communautaire, bon, il y a un côté assez gnangnan, assez attendu, mais ça fonctionne. Donc voilà, j'étais vraiment bien surprise, enfin conquise et pas surprise, puisque le conseil venait de toi, et donc je te remercie encore une fois pour ce conseil. Bah de rien, effectivement, je pense que tout ce que tu as dit, c'est ce que j'avais dit aussi à peu près quand j'en avais parlé dans le bilan de l'année dernière. Donc on vous encourage à voir Come From Away si un jour on peut retourner à Londres pour voir des pièces de théâtre. Oui. Alors, à l'occasion de ce séjour, j'en avais également profité pour voir Dear Evan Hansen. Donc cette comédie musicale de Ben Pasek et Justin Paul pour les paroles et la musique, et Stephen Levinson pour le livret.
une comédie musicale qui avait ouvert à Broadway en décembre 2016, qui avait, récolté 9 nominations aux Tony et remporté 6 prix, dont celui de la meilleure comédie musicale et du meilleur acteur de comédie musicale pour Ben Platt. Et donc la version londonienne a ouvert en novembre 2019 et on parle également d'un projet de film qui aurait débuté sa production en 2020. Enfin, la fiche Wikipédia sur laquelle est noté cela est peut-être à mettre à jour, parce qu'on ne sait pas trop si le projet a vraiment débuté vu l'année 2020, mais en tout cas, il y a un projet de film, on va dire, dans les tuyaux. Donc Dear Evan Hansen, ça raconte l'histoire d'un adolescent solitaire qui devient populaire à la suite d'un quiproquo qui en fait le fait passer pour le meilleur ami d'un autre adolescent qui vient de se suicider. Bon voilà, je veux pas trop spoiler, donc on vous en dira pas vraiment plus. Pour moi, c'est une sorte de teenage musical, mais on va dire en version sombre. J'ai trouvé que ça avait un petit côté 13 Reasons Why pour ceux qui ont vu la série, bon, qui n'est pas une série musicale, mais bon voilà, il y a ce côté atmosphère assez pesante dans un lycée, avec aussi une espèce de réflexion sur le pouvoir des réseaux sociaux. Enfin, ça m'a fait penser à 13 Reasons Why. Pour parler de cette production londonienne, bah, comme souvent, alors que c'est une comédie musicale très très connue et populaire, j'y allais sans trop connaître et même sans avoir vraiment entendu les chansons, enfin, 1 ou 2 évidemment, de loin on va dire, mais je connaissais vraiment pas bien et j'ai été là aussi très agréablement surprise. J'ai trouvé notamment que la mise en scène était particulièrement ingénieuse avec des systèmes de projection d'écran d'ordinateur, avec le contenu des réseaux sociaux, parce que comme je le disais, les réseaux sociaux ont joué un rôle particulier, dans cette pièce. J'ai été captivée et pour ceux qui ont un peu suivi les épisodes précédents du podcast, je suis quelqu'un qui est assez difficile à captiver. Et notamment, lorsque je vais voir des spectacles et des spectacles vivants et notamment lorsque je n'ai pas de bonne place puisque là encore, c'est un spectacle qui est très, très cher. Donc j'avais fait ma pingre et j'avais pris les places à visibilité réduite tout en haut. Et bien franchement, là c'est le conseil, les bons plans de Fanny, c'est, plutôt une bonne idée. Ces places à 15 livres, donc c'est quand même pas beaucoup pour voir Dear Evan Hansen parce que c'est un spectacle, donc encore une fois très populaire et dont les places étaient vendues très cher. Et ben pour 15 livres, on voit pas si mal que ça. Bon, évidemment, faut un peu faire de la contorsion et tout ça, mais c'est plutôt pas mal et donc en dépit de ces conditions tout à fait, douloureuses de visionnage, du spectacle, j'ai bien accroché. J'ai été vraiment prise par l'intrigue, parce que voilà, il y a un côté où on comprend que le quiproquo monte en épingle et on se demande comment est-ce qu'il va finir par s'en sortir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez prenant en fait, même si c'est un petit peu décevant à la fin parce que bon, là encore sans essayer de spoiler, ça se dégonfle d'un coup. Je trouve que la fin est pas très, crédible finalement, bon voilà, ça se finit plutôt bien. Il y a pas de rancune, on va dire, tenue au personnage principal alors que bon, bon bref, là je vais essayer de pas trop en dire, mais bon, la fin me semble pas très crédible, mais en tout cas, l'intrigue est vraiment intéressante et je trouve que c'est assez rare dans les comédies musicales pour être à signaler. Je suis vraiment beaucoup attachée au personnage. Sur les interprètes que j'ai eu l'occasion de voir pour cette représentation, j'ai trouvé que le jeune homme qui jouait Dear Evan Hansen était bien, mais on va dire pas exceptionnel. Par contre, celui qui joue le personnage de Connor, donc le personnage qui se suicide, était particulièrement talentueux. Et alors, dans mes chansons préférées, j'ai pas spécialement été, conquise par les grands, solos introspectifs d'Evan Hansen, mais plutôt en fait par les, moments, un peu plus comiques et notamment un duo, où, Evan Hansen et son meilleur ami imaginent les lettres qu'il aurait écrit, au fameux Connor, donc une chanson qui s'appelle Sincerely Me, que j'ai, particulièrement bien aimée. OK. Moi, personnellement, je sais, je fais un peu ma snob avec Dear Evan Hansen. Je trouve que les chansons se ressemblent un peu toutes et notamment donc les fameux solos dont tu parlais et bon, l'histoire m'attire pas spécialement, mais en vrai, j'ai très, très envie de le voir, donc je suis un peu jalouse. Là, franchement, ça vaut le coup. Moi aussi, j'y allais pas très convaincue, mais Mmh. tu seras agréablement surprise. OK. Et donc, la dernière des 3 comédies musicales que j'ai vues à Londres en février, c'est 9 to 5 The Musical.
une comédie musicale basée sur le film de 1980 du même nom, dont les musiques et les paroles sont de Dolly Parton et le livret de Patricia Resnick. C'est une comédie musicale qui avait ouvert à Broadway en avril 2009, donc il y a déjà pas mal de temps, qui a du coup fermé très rapidement en septembre 2009, donc c'est vraiment, on va dire pas un succès public, puisque c'est resté moins d'un an à l'affiche. Et elle a été transférée, donc assez tardivement, hein, à Londres, dans le West End, en février 2019. Alors ça pourrait faire partie d'un sous-genre qu'on pourrait inventer qui s'appellerait la comédie musicale de bureau, au sens où c'est une comédie musicale qui se passe dans l'univers du travail et on suit les aventures de 3 femmes, en fait, qui vont être confrontées au sexisme ordinaire du monde de l'entreprise. Bon, et voilà. Donc je rentre pas dans les détails de l'intrigue qui après est un peu compliquée, rocambolesque, mais voilà. Là encore, assez efficace, assez entraînant, mais pour le coup, une intrigue vraiment pas claire. Après, ouais, ça part un peu dans le n'importe quoi, donc elles capturent leur boss à un moment, enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon, les personnages restent assez attachantes. Il y a quand même un côté assez, problématique, qui est en fait le traitement des blagues misogynes et du harcèlement, qui sont donc, effectués par le chef d'entreprise. Il y a un côté, on en rigole quoi: «Ha ha ha, c'est un gros con», mais enfin, on montre que c'est un gros connard, mais que c'est quand même, d'une certaine façon, drôle ce harcèlement. Donc là, on voit quand même que c'est adapté d'un film des années 80 et que c'est quelque chose qu'on ferait plus vraiment aujourd'hui. Il y a un petit côté anachronique un peu embêtant, je trouve. Les séquences d'ensemble, notamment les ensembles dansés, sont, assez convaincants. Mais alors, il y a quelque chose de vraiment très, très naze, qui sont les inserts vidéo de Dolly Parton, qui, est en fait la, narratrice de cette histoire et qui, à la fin du spectacle, vient, dire, «Si vous avez aimé, passez le mot autour de vous», enfin, ça fait vraiment hyper étrange. En fait, ça fait un peu le même effet qu'à Disneyland, les vidéos de présentation des attractions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ou d'ailleurs à Disneyland Paris, ils avaient, souvent pris des acteurs un peu connus de l'époque. Donc tu as un espèce d'une vidéo, en fait, qui commente une expérience, vivante que tu es en train de vivre sur le moment et du coup, je trouve qu'il y a une espèce de décalage et notamment l'idée que du coup, tous les soirs, c'est la même vidéo de Dolly Parton qui, dit: «Ah, cette performance était géniale!» d'une performance par définition toujours différente puisque c'est chaque soir des fois. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment profondément perturbée sur ce truc et en plus, ça fait vraiment la marque, quoi. Dolly Parton qui vient mettre sa marque sur cette comédie musicale, un peu comme si elle faisait pipi, hein, tout autour de la comédie musicale. Enfin, voilà, moi, ça m'a beaucoup perturbée et j'ai trouvé que ça gâchait un peu le truc, voilà. C'est fou, hein, je crois qu'on réalise pas à quel point Dolly Parton est une idole, en fait, et aussi que peut-être elle est complètement mégalo parce que entre ça et quand même sa comédie musicale de Noël dont on a parlé au dernier épisode où il y avait son nom dans le titre, hein, c'était Dolly Parton's Christmas on the Square. C'est vraiment une personnalité, intéressante. Oui, dans laquelle, dans le Christmas on the Square, j'y ai pensé aussi, elle jouait un peu le même rôle, en Mmh. fait. Personnage, mais avant tout narratrice de l'histoire, avec cette, adoration des adresses à la caméra. Enfin, il y a vraiment quelque chose de ouais, de vraiment bizarre dans Dolly Parton. C'est sa marque de fabrique. Alors, je voulais continuer à parler de théâtre, de pièces, mais cette fois-ci en captation. J'ai réussi à voir, en mars, dans un cinéma pâté, 3 jours avant le premier confinement, la captation de la comédie musicale Kinky Boots. C'est une captation qui a été diffusée le même soir dans une petite dizaine de cinémas pâtés en France. Alors c'est rigolo parce qu'en t'écoutant parler de 9 to 5, j'ai vu plusieurs points communs avec Kinky Boots. Elles sont toutes les deux adaptées d'un film. Donc Kinky Boots, c'est un film de Julian Jarrold, un film britannique de 2005. Et elles ont toutes les deux une musique composée et écrite pour les paroles par une star de la chanson. En l'occurrence, pour Kinky Boots, il s'agit de Cyndi Lauper. Alors c'était assez intéressant cette séance. Il y avait une très bonne ambiance dans la salle avec des applaudissements. De plus en plus au fur et à mesure, il y a eu un petit temps pour que le public vraiment se chauffe, mais après il y avait vraiment une folle ambiance dans le cinéma, c'était très marrant. C'est marrant parce que moi, quand je l'ai vu à Londres, je l'avais vu à Londres, en fait, en 2015
Ce qui m'avait vraiment marqué dans cette production, c'est que, ouais, c'était l'ambiance, en fait. Les gens, ils étaient hyper chauds. Alors je me disais: «C'est les Britanniques, ça». Donc c'est cool, hein, que ça passe, à la fois en France et que cette ambiance se recrée même dans le cas d'une captation. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette, ton témoignage. Ouais, ouais, mais c'était carrément hyper efficace. Alors justement, à propos de cette captation, c'est un enregistrement qui a été fait à Londres en 2015. Donc 2015, c'est l'année de l'arrivée de Kinky Boots à Londres, qui avait été créé à Broadway 2 ans auparavant. J'ai pas trouvé la date exacte de la captation. Et aussi, il me semble que c'est filmé sans public. Bon, il y a la caméra hyper proche des acteurs. Alors ils ont peut-être fait des parties sans public, des parties avec public, mais les plans du public m'ont paru hyper fake. Donc je sais pas, je me pose un peu la question. Tiens, on n'a pas fait le pitch de Kinky Boots. Alors, le pitch de Kinky Boots, donc, c'est, l'histoire de Charlie Price qui, à la mort de son père, doit reprendre l'entreprise familiale qui est une manufacture de souliers de luxe pour hommes. Mais, notre pauvre Charlie n'a pas le sens des affaires et il peine en fait à, sortir l'entreprise de la faillite parce que l'entreprise de son papa ne va pas très bien. Mais heureusement, en visite à Londres, il va faire la connaissance de Lola, une flamboyante drag queen qui a la particularité d'être chaussée de cuissardes rouges vernis, des cuissardes d'ailleurs qui sont sur l'affiche de Kinky Boots et qui forment le K de Kinky Boots. Mmh. Et cette rencontre avec Lola va lui inspirer l'idée de se spécialiser dans la production de bottes érotiques et excentriques. Bah voilà, je pense qu'on a déjà un aperçu un peu de l'ambiance, de cette pièce. J'ai vraiment bien aimé, il y a une belle énergie, un côté assez jubilatoire. J'ai trouvé notamment à la fin de l'acte 1 avec le numéro «Everybody Say Yeah» et le final «Raise You Up», vraiment ça met une énergie incroyable. C'est assez intéressant, donc ça aborde, le thème, de la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Le rapport au père, puisque donc Lola et Charlie ont chacun un rapport compliqué avec leur père. Il y a un discours très explicite et très militant sur ces questions, parfois abordé voilà, de manière un petit peu trop simple à mon goût, mais voilà, très, très plaisant. Et j'ai beaucoup aimé également l'amitié qui se développe justement entre Charlie et Lola, c'est très touchant. Bon, du coup, les personnages féminins sont un peu en retrait, même si le personnage de l'ouvrière qui est amoureuse de Charlie est plutôt sympathique et l'actrice exceptionnellement drôle. Dans mon souvenir, il y a vraiment une chanson, très chouette pour ce personnage, c'est la chanson, «History of Wrong Guys», Ouais. mais c'est tout. Je pense que du coup, c'est la même actrice qu'on a dû voir, hein, qui, voilà, explosait vraiment dans ce numéro, mais qui effectivement était relativement, en retrait pour le reste de la pièce. Oui, oui, effectivement, c'est surtout cette chanson-là qui se démarque. Elle est vraiment hyper drôle, hyper rapide. Enfin voilà, il faut vraiment un timing comique et beaucoup de talent pour l'interpréter. Donc effectivement, l'actrice était exceptionnelle. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des facilités dans le livret, qui d'ailleurs a été écrit par l'ami Harvey Fierstein, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Notamment à la fin, il y a un conflit qui se résout en 2 temps 3 mouvements. Ça m'avait paru un petit peu rapide. Mais voilà, c'est vraiment une très chouette pièce. Et voilà, il ne faut pas que j'oublie de dire que la musique de Cyndi Lauper est vraiment très très cool, très dynamique, très entraînante, avec, on va dire, 2 genres qui se côtoient. C'est la pop rock d'un côté et puis le disco. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Ah oui, je me souviens aussi que la fin m'avait moi aussi assez, Mm. déroutée, mais bon, je m'étais dit: «Peut-être que j'ai pas compris toutes les subtilités». Non, c'était pas ça. Mais bon, j'ai trouvé aussi que ça se dégonflait rapidement, mais Alors, autre captation, là, qui a beaucoup fait parler d'elle cette année, c'est la captation de Hamilton. Cette captation est un enregistrement du Original Broadway Cast, donc au Richard Rogers Theatre, là où a été créé Hamilton, et elle a été mise en ligne sur Disney+, le 3 juillet 2020. alors je me suis demandé si c'était pour la fête nationale américaine, peut-être qu'ils ont trouvé, cette occasion. Oui, il me semble que c'est ça. Il avait même dit quand ils annonçaient que ça allait être diffusé, voilà, que c'était la fondation des États-Unis, etc. Donc ils ont trouvé un lien. C'était une captation qui était prévue à l'origine pour une exploitation en salle de cinéma. En fait, elle devait sortir en 2021. Mais voilà, comme vous savez, coronavirus. Donc les salles de cinéma n'étaient pas ouvertes, on ne savait pas quoi faire. Et donc Disney+, et Lin-Manuel Miranda ont décidé de mettre en ligne la comédie musicale et qu'on a pu voir donc plus tôt que prévu. Alors là, pour le coup, Hamilton, ça a été enregistré en partie en public et en partie sans, donc pour les plans rapprochés, en juin 2016, donc vers la fin, un peu avant le départ de toutes les personnes qui faisaient partie du cast original.
Alors j'aurais voulu dire des choses intéressantes sur sa captation, mais en fait j'ai juste kiffé, quoi. J'ai regardé ça, c'était une soirée entre copines et c'était trop bien. Voilà, cette fois-ci j'ai été particulièrement, frappée par les moments, vraiment les moments d'émotion. Notamment, j'ai versé ma petite larme sur Burn, sur One Last Time et sur It's Quiet Uptown. Alors de mon côté, j'ai enfin pu presque comprendre de quoi ça parlait, Hamilton, puisque bon, cette fois, c'était sous-titré, même si c'était seulement sous-titré en anglais. Bah, c'est vraiment nul, hein, que Disney+ France, ne fasse pas l'effort, de faire des sous-titres. Je sais que c'est compliqué de sous-titrer Hamilton parce qu'il y a beaucoup de paroles et tout ça, mais bon, voilà, Disney, ils ont du fric, hein. J'ai l'impression qu'ils font aucun effort sur la comédie musicale, en France. Ils pensent que ça n'intéresse pas les gens, j'imagine. Ouais, c'est fou parce que c'est quand même très rare de sortir une œuvre Mmh, d'un pays sans qu'elle soit d'une façon ou d'une autre accessible aux spectateurs c'est de sûr. la langue du pays en question, quoi. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien filmé et j'ai bien aimé voir les acteurs de près, voilà, pouvoir bien voir le jeu, pouvoir également admirer les postillons légendaires de Jonathan Groff. Oui, ça, c'est vrai que c'est c'est assez marquant. Sur le filmage, peut-être j'aurais un peu plus aimé, une vision d'ensemble de la scène, mais voilà, c'est vrai que ça la vertu des captations, c'est que ça permet de choper, des choses intéressantes. Notamment suite à la captation, on a beaucoup parlé, du personnage de The Bullet, qui est incarné par Ariana DeBose, donc ce personnage habillé en blanc qui incarne, la mort, enfin qui annonce la mort, etc. C'est assez intéressant. Elle apparaît à des moments cruciaux de la pièce. Donc voilà, ça permet de pouvoir revoir plusieurs fois et de saisir toutes les subtilités de ce chef-d'œuvre qu'est Hamilton. Ariana DeBose, c'est celle qui est dans The Prom, du coup. Tout à fait. On en reparle juste après. On va à présent vous parler des séries musicales, puisque on a quelques séries musicales à se mettre sous la dent, maintenant que Crazy Ex-Girlfriend est fini, hein, ça on vous le rappelle. Mais toujours disponible et maintenant en entier sur Netflix. La première des séries dont on voulait parler, c'est Zoe's Extraordinary Playlist, une série diffusée sur NBC en janvier 2020 et en France sur Warner TV sur MyCanal en mai 2020. On retrouve notamment dans cette série Skylar Astin, qu'on connaît de Pitch Perfect et de Crazy Ex-Girlfriend, ainsi que Alex Newell, qui jouait le personnage de Unique dans Glee. Oui, il y a aussi quelques guest stars de Broadway, notamment Renée Elise Goldsberry, qu'on connaît notamment pour son rôle de Angelica dans Hamilton, et aussi la légende de Broadway, Bernadette Peters. Fanny, fais-nous le pitch de Zoe's Extraordinary Playlist. Donc ça parle de Zoé, donc qui est jouée par l'actrice Jen Levy. Donc Zoé est programmeuse dans une entreprise de développement informatique ou une entreprise qui fait des applications, je n'ai pas trop compris, Oui. à San Francisco. Et Zoé va passer un IRM parce qu'elle souffre de maux de tête. À l'occasion de cet examen médical, un tremblement de terre survint. Et en fait, comme elle était en train d'écouter de la musique quand elle passait son IRM, suite à ce tremblement de terre, elle va développer une capacité extraordinaire, celle d'entendre les pensées des personnes qu'elle rencontre sous forme de chansons et de numéros musicaux. Au fil de l'intrigue, tout le monde va progressivement se mettre à chanter. On apprend, on découvre plutôt petit à petit comment fonctionne son pouvoir et l'influence que ça va avoir sur ses interactions avec ses proches. On est sur des reprises cette fois, donc pas des chansons spécialement écrites pour la série, et notamment, on va dire, un répertoire à dominante pop. Oui, donc on s'inscrit dans le genre qu'on appelle jukebox musical. Chaque fois, je me disais que ça a dû coûter cher pour les droits, parce qu'il y a vraiment des tubes, en fait, dans cette série. J'ai trouvé les comédiens vraiment très bluffants. Enfin, on découvre progressivement qu'ils sont quasiment tous excellents chanteurs et la mécanique du pouvoir se complexifie un petit peu au fur et à mesure parce qu'elle-même va se mettre à chanter. Donc ça évolue un petit peu au fil de la série, la mécanique de comment ça marche, si on peut dire. Je trouve d'ailleurs que ça passe peut-être un petit peu trop de temps à parler de son propre concept, c'est-à-dire comment marche ce pouvoir de l'héroïne, etc. L'héroïne en parle avec ses amis et tout. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc on est vraiment sur une comédie musicale concept, une comédie musicale méta.
On a les numéros musicaux qui vont être l'expression d'une émotion trop forte pour être contenue, qu'on ne peut que chanter, et du coup les personnages vont se livrer à travers ces numéros musicaux. Du coup l'héroïne devient celle qui sait ce que ressentent profondément les gens, et la seule à savoir ça en fait, ce qui va la mettre dans des positions très délicates, et elle va se sentir investie d'une mission et essayer d'aider les gens justement qui ont des problèmes personnels. Ça m'a posé question, mais ça c'est mes réflexions personnelles, hein, sur le côté méta justement des comédies musicales contemporaines. À la fois, évidemment, le regard décalé sur le genre de la comédie musicale est cool, et à la fois, je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu dommage qu'on puisse pas juste faire une comédie musicale, c'est-à-dire juste les gens chantent et dansent et c'est tout. Voilà, bon, je suis coupable de ça moi-même dans mes propres projets, mais voilà, ça me pose un peu question. Alors, c'est vraiment une série très sympa, hein, que j'ai bien aimée, je trouve l'héroïne très attachante. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages un peu clichés, hein, donc on a le voisin ou la voisine, personnage a priori non-binaire, joué par Alex Newell, qui est forcément délurée et bruyante. On a le meilleur ami qui est amoureux, justement, de l'héroïne, un peu lisse, donc joué par Skylar Astin. Parfois, un traitement un peu superficiel de certains sujets, vu qu'en fait, on a un sujet par épisode, donc ça doit être réglé un peu rapidos. Mais finalement, plus la série avance, plus elle va se resserrer autour de certains thèmes, notamment celui de la famille, puisqu'on a le père de l'héroïne qui a une maladie dégénérative. Il est complètement handicapé, il bouge plus, il parle plus. Sauf lorsqu'il chante, c'est assez beau. Et donc cette maladie va envahir le quotidien des autres membres de la famille. C'est une partie que j'ai trouvée assez touchante dans la série. Bah, moi, j'avais peur au début que ce soit vraiment trop lourd, trop plombant en quelque sorte, mais c'est plutôt, pas mal traité finalement. Je trouve ça assez bien géré, cette question un peu, voilà, on va dire délicate pour le genre de la comédie musicale. Mm. Au niveau des numéros musicaux, ils sont pas toujours hyper élaborés, mais je trouve qu'il y a quand même de beaux efforts sur la mise en scène. Il y a notamment pas mal de numéros qui sont tournés entièrement ou quasi entièrement en plan séquence. C'est quand même assez bien fait. J'ai adoré et j'ai pleuré sur le dernier numéro de la saison sur la chanson American Pie, qui de toute façon est une chanson qui me bouleverse systématiquement, donc bravo. Moi, j'ai beaucoup aimé les numéros au travail. Enfin, il y a plusieurs des ensembles dansés qui se passent dans les bureaux de cette start-up de San Francisco m'ont pas mal convaincue. Et j'aime vraiment bien cette idée que, au fur et à mesure, on découvre de plus en plus de personnages de chanteurs, et notamment pour la surprise Mm. que ça constitue, notamment la chef de Zoé ou encore son meilleur ennemi du bureau là. Les 2 sont particulièrement doués, et il y a un côté, assez intéressant de voir des gens qu'on ne pensait pas chanteurs, qui se révèlent être, des chanteurs convaincants. Je trouve que ça sert bien le propos, on voit les aspects les plus secrets des personnages, les pensées les plus Mm. secrètes des personnages. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ça. En fait, à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait se révéler excellent chanteur, de la même manière qu'à n'importe quel moment, elle pouvait être elle-même surprise par le fait qu'elle entende les pensées de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Si, si, tout à fait, très intéressant. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était sans doute inspiré en quelque sorte de Crazy Ex-Girlfriend. Il y a quand même quelques liens, on va dire, hein. Donc on a un personnage central féminin qui a littéralement des chansons dans la tête. Il y a le jeu qui est ici un poil relou, hein, qui est beaucoup moins intéressant que dans Crazy Ex-Girlfriend sur avec quel mec elle va finir, puisqu'il y a son collègue, il y a son meilleur ami, etc., qui reçoit aussi un traitement méta, puisque le personnage de Mo, donc qui est le voisin slash voisine déluré, qui dit je suis team machin, ah mais non finalement je suis plutôt team machin, voilà. Le côté méta évidemment rappelle aussi Crazy Ex-Girlfriend, et puis voilà les thématiques autour de la sexualité, gender, etc. Mais de manière générale, un poil moins subtil, mais encore une fois, série vraiment très très agréable, et je crois que la saison 2 arrive bientôt, j'ai trop hâte de la voir. Et d'ailleurs, le tournage de la saison 2 a repris dès la rentrée. Skylar Astin s'est exprimée sur le caractère complexe de ce tournage, avec bien sûr le respect de toutes les mesures sanitaires. J'imagine. On voulait aussi vous parler d'une autre série, donc même si on est plus sur le côté, on va dire, télé-réalité que série à proprement parler, intitulée, Uncles, ou encore Sous les feux de la rampe en français, une série Disney+.
Oui, donc comme tu viens de le dire, c'est une série docu ou plutôt télé-réalité dans laquelle, en fait, des gens qui ont joué ensemble dans la comédie musicale de leur lycée sont invités à rejouer tous ensemble la pièce 10 ans, 15 ans, 25 ans plus tard. Donc on a des professionnels de la comédie musicale qui vont faire la mise en scène, la direction musicale, la chorégraphie, et tout ce beau monde a environ une semaine pour monter la pièce. Les épisodes, par ailleurs, sont introduits par la super Kristen Bell. C'est plutôt plaisant, on voit du coup ces gens-là aujourd'hui, leur métier, leur famille, ils ne sont pas forcément restés en contact, ils n'ont pas forcément spécialement continué à chanter ou à jouer. Ils se retrouvent après des années, on les suit en répétition dans leur vie, et puis évidemment, à la fin, on voit la représentation finale, qu'est-ce que ça donne. C'est comme une sorte de portrait des fameux theater kids, donc les gamins qui aiment le théâtre dans les lycées américains, mais des theater kids normaux, hein, pas ceux qu'on voit dans Glee. Ceux qui continuent pas spécialement dans ce domaine-là, qui arrêtent de jouer et de chanter, etc. En mode un peu que sont-ils devenus. Après, ça reste très écrit, ça semble parfois un peu fake, hein, avec des séances émotions. Donc, on a le portrait de celui qui a eu un cancer, celui qui a perdu quelqu'un. On a des traits qu'on sent un peu forcés chez les personnages, entre guillemets. Puis des conflits un peu montés en épingle. Voilà, c'est un petit peu des ressorts de télé-réalité un peu dommageable. Il y a des choses assez intéressantes quand même. Dans l'épisode sur La Belle et la Bête, ils font venir Susan Egan, donc, qui est la créatrice du rôle de Belle à Broadway. Et elle travaille avec les comédiens. Et là, il y a des petits moments vraiment intéressants sur les conseils qu'elle leur donne en termes de jeu et de chant. Voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont intéressants. Après, c'est vrai que ça devient un peu répétitif. Hein. Moi, j'ai pas du tout regardé. Hein. Il y a quand même 12 épisodes, chacun sur une production lycéenne, justement, d'un musical. Donc, on a Annie, La Mélodie du Bonheur, Grease, Oklahoma, etc. Alors moi de mon côté, j'en ai regardé qu'un. J'avais regardé celui sur High School Musical parce que c'était au moment où on venait d'enregistrer notre propre épisode sur High School Musical. Je l'ai pas regardé en entier, mais j'en garde néanmoins un souvenir assez ému. Car j'ai eu mes premières grosses contractions dessus. Bah bon, voilà, ça n'aurait échappé à personne, mais donc j'ai eu un bébé cette année. Et donc j'ai fini par interrompre le visionnage de cet épisode pour aller à la maternité et donc pour accoucher. Donc voilà ma contribution Ouais. sur le commentaire critique de Anchors. Sans blague, j'ai trouvé ça plutôt amusant comme format, même si effectivement pas extrêmement intéressant, on va dire. Autre série qu'on pouvait mentionner, enfin plutôt un épisode spécial de série, c'est la série dont on a parlé, donc justement dans notre épisode sur High School Musical, la fameuse série High School Musical: The Musical: The Series. Ils ont fait un épisode spécial Noël. Bon, je sais pas si si vous nous suivez, mais donc c'est quelque chose qui a été rendu disponible courant décembre, il me semble, Oui, donc c'est pour les ça. fêtes. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai regardé là pendant les vacances, bah, on peut dire, hein, complètement naze. C'est kitsch à souhait, le concept, c'est donc des reprises de chansons de Noël plus ou moins connues, avec, une orchestration, enfin, on va dire un arrangement plus ou moins de bon goût, des petites animations, à l'écran de toute beauté, genre, féerie de Noël, petits, flocons, enfin, il y a un côté aussi Dolly Parton, hein, dans les incrustations de l'écran. Entrecoupées, donc ces différentes, chansons, d'interviews sans grand intérêt avec les acteurs de la série. Et donc ça, je trouvais ça vraiment étrange parce que donc c'est des acteurs débutants qu'on a vus juste dans cette série Disney et on les interroge pour avoir des anecdotes croustillantes sur quand ils étaient plus jeunes, comme si c'était des stars et que c'était intéressant d'avoir des anecdotes personnelles sur eux. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me dis pour des stars vraiment mineures comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. Ah oui, ça n'a absolument aucun intérêt, je n'ai pas compris ce truc. C'est d'un ennui absolument mortel. Comme tu disais, toutes ces parties d'anecdotes là. Ah, moi j'adorais quand à Noël avec ma petite soeur. Enfin, c'est vraiment ça quoi. Et j'ai pas compris. Mais bon, si au moins les numéros étaient bien, mais en fait, pas tant que ça. Enfin, c'est vraiment kitsch, comme tu dis. Hein. À la fin, ils présentent quand même un sneak peek, donc une exclusivité, un numéro de la saison 2, avec un numéro en plan séquence qui est plutôt bien fait, mais bon voilà, s'il fallait se fader tout ça pour ça, bien si quoi. Alors, séries qu'on voulait mentionner, qui sont pas vraiment des comédies musicales, mais qui sont des séries autour de la musique. Tout d'abord, The Eddie, une série de Netflix donc, qui raconte la vie d'un club de jazz à Paris, et notamment de son directeur, joué par le fabuleux André Holland.
Alors, les premiers épisodes de cette série ont été réalisés par Damien Chazelle, donc le réalisateur, entre autres, de La La Land, évidemment. Dans les autres réals de la série, on a également la française Ouda Benyamina, qui est la réalisatrice du film Divine, si vous vous souvenez de ce film. La musique de cette série a été composée notamment par Glenn Ballard. Alors, c'est un compositeur de pop qui est également l'auteur de la musique de la comédie musicale Ghost. Ça m'a étonné parce que c'est vraiment pas le même style. Là, c'est vraiment du jazz, quoi. Les morceaux sont plutôt cool. Il y a des scènes de répétition et de concert vraiment intenses, bien filmées, avec pas mal de plans séquences, caméra à l'épaule. On est pris dans le tourbillon de la musique. Et on reste souvent sur une chanson dans son entièreté, vraiment du début à la fin. Je trouve ça très appréciable. C'est pas toujours le cas dans les films sur la musique ou les séries. Donc il y a un aspect backstage, il y a tout un côté mélo, puisqu'il y a une histoire de deuil, il y a les relations compliquées au sein d'une famille, etc. Et puis une partie polar. La série a un rythme très particulier, étonnamment lent. Je sais que c'est ça qui a dérouté beaucoup de gens qui du coup n'ont pas trop aimé la série. Pour moi, ça a fonctionné. Il y a des choses vraiment très bien, émouvantes. D'autres un peu plus banales, un peu plus ennuyeuses, notamment l'aspect policier n'est pas vraiment passionnant. Je ne sais pas s'il était indispensable en fait d'avoir ce côté enquête, alors que pour moi, la chronique de la vie d'un club de jazz qui galère à Paris, ça aurait très bien fonctionné comme ça. La structure est assez intéressante, chaque épisode est focalisé sur un personnage, et les différents récits des différents personnages vont se rejoindre de manière assez bien faite. J'ai bien aimé le côté multilingue, le français, l'anglais qui se mélangent, et puis le fait qu'on voit une partie de Paris qu'il est plutôt rare de voir en fait dans les productions étrangères, puisque ça se passe autour du quartier de Belleville, donc on est loin des clichés, on va dire Tour Eiffel, qu'on a pas mal vu cette année dans la série Emily in Paris, également sur Netflix. Oui, c'est vrai, ça m'a marqué. J'ai remarqué aussi que le lycée qu'on voit au tout début, dans les tout premiers épisodes où va la fille d'un des Mhm. personnages principaux, ça a été tourné à la cité universitaire. Si tu reconnais Ah, bien Anna, parce que d'accord. nous avons nous-mêmes tourné une œuvre majeure à la cité universitaire. Alors, de mon côté, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes de la série et j'avoue avoir trouvé ça assez ennuyeux, donc j'ai pas poursuivi, donc je pourrais pas trop en parler. Même si, voilà, sur le papier, il y a quand même pas mal de choses qui étaient, faites pour me plaire. Bah, la thématique du jazz et beaucoup des acteurs, français qui jouent dans cette Mm. série, j'aimais un grand nombre d'entre eux. Mais voilà, j'ai pas accroché, donc pas trop d'opinions, poussées sur cette œuvre. Eh bien, tant pis. Je voulais mentionner une autre série rapidement qui s'appelle Dave, qui a été diffusée aux États-Unis sur FX et en France sur Canal+. Donc, comme son nom l'indique, ça parle de Dave, alias Lil Dicky, un rappeur blanc juif de la classe moyenne. C'est plus ou moins un autoportrait puisque donc il joue son propre rôle. C'est lui, sa bande de potes, sa meuf. Il y a beaucoup de choses vraiment très bien vues et marrantes dans cette série, même si on le voit assez peu rappé au final. Il y a quand même une séquence exceptionnelle de clips d'un mauvais goût absolu qui est à la fois hilarant et hyper gênant. Enfin, c'est assez marquant. Voilà, ça s'inscrit dans une tradition, entre guillemets, d'œuvres sur, on va dire, des artistes masculins névrosés et égocentriques. Il y a un petit côté Woody Allen, mais avec un personnage quand même qui se pose des questions sur ses privilèges, sur les représentations, etc. Donc une série assez drôle et assez pertinente, je trouve, qui aura droit a priori à une saison 2. Ah bah, je ne connaissais pas du tout, mais tu as piqué ma curiosité. Je vais aller regarder de ce pas. Ah, bah tu me diras. C'est un peu vulgos, je sais pas si... Je serais choquée. Non, pas choqué, mais c'est peut-être pas trop ton truc. Même moi, il y a des moments où j'étais là, oula. Mais c'est très intéressant. Ok. Alors, de mon côté, je voulais parler d'une série sur la danse que j'ai découverte totalement par hasard sur Disney+, une série qui s'appelle On Point. Voilà, et pas On Pointe, ce n'est pas une série sur la pétanque, hein. J'ai pensé à ça quand j'ai lu la première fois. C'est donc une série documentaire de Disney+, qui parle de la School of American Ballet. C'est en fait l'école de danse qui est attachée au New York City Ballet. Donc on suit les élèves sur une saison, ça fait 6 épisodes, ça devait être sans doute plus initialement, parce qu'en fait le dernier épisode traite tout entier de la fin février à la fin d'année, parce que bah, voilà, pour cause de coronavirus, tous les événements de l'école ont été annulés.
Dans ce documentaire, on suit à la fois des tout petits, des jeunes New-Yorkais, enfin de toute ce qu'on appelle le Tri-State Area, donc New York étendu. Donc des petits New-Yorkais qui vont après les cours, hein, qui font ça en plus de leur scolarité. Et les grands, en fait, les internes qui veulent intégrer la compagnie à terme. Ça montre tous les sacrifices que font ces enfants et ces jeunes adultes, aussi leur maturité et leur détermination. C'est un style, on va dire, de documentaire américain, mais pas trop. Je trouvais que c'était juste la bonne dose de, Mmh. portraits sur les personnages. Voilà, on s'attache bien aux différents parcours. Ça reprend de manière attendue tous les clichés sur la danse classique, la compétition, les sacrifices, la passion, en fait, de ces artistes, mais sans pour autant trop présenter la danse classique comme un univers horrible. Enfin, c'est aussi cet extrême-là parfois de dramatisation excessive ou on va dire diabolisation excessive de ce milieu, même si on comprend que c'est pas un milieu facile. Sur le premier semestre, on suit en particulier en fait la préparation de la représentation de Noël de Casse-Noisette, depuis les auditions jusqu'à la performance finale. Je ne connaissais pas, enfin en fait, je connaissais bien sûr Casse-Noisette, je ne suis pas totalement inculte, mais en fait, je savais pas que c'était quelque chose de très, on va dire, d'à ce point iconique, et notamment apparemment le Casse-Noisette de Georges Balanchine, qui est donc le danseur qui a fondé le New York City Ballet. D'accord. Et c'est vraiment sa technique et ses chorégraphies qu'on enseigne dans cette école. Et voilà, enfin, apparemment, cette production, c'est vraiment quelque chose de tout à fait à la fois iconique et culturellement très important pour les Américains et j'imagine en particulier pour les New-Yorkais. Donc ça m'a donné envie d'aller voir cette production de Casse-Noisette. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc à voir pour les fêtes. Enfin, bref. Et donc c'était évidemment hyper intéressant de voir les gamins qui répétaient ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Bon, sur le second semestre, je pense qu'ils avaient prévu de plutôt s'attarder sur les grands, les futurs professionnels qui Mmh. préparaient en fait leur spectacle de fin d'année. Mais c'est tout un pan qu'on ne verra pas. Je pense qu'il y avait aussi une dramatisation de qui est-ce qui réussira finalement à intégrer la compagnie qu'on ne voit pas, puisque si j'ai bien compris, du coup, la scolarité est prolongée d'un an automatiquement. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont une année de plus en fait pour faire leur prof. Je sais même pas s'ils ont repris les cours, hein, du coup à la rentrée, je pense pas. Mmh. Ouais. Et c'est assez étrange parce que, bah, comme par définition, c'est filmé, on va dire, au jour le jour. Donc en février, on les voit, faire un peu dans la précipitation leur bagage pour rentrer chez leurs parents, puisqu'au début, le spring break de 2 semaines est étendu à 5 semaines et ils se disent: «Ah là là, on va passer 5 semaines sans danser, enfin sans être tous ensemble». Bon, bah, voilà, évidemment, ils ne sont jamais retournés à l'école, de l'année et encore une fois, je ne sais même pas s'ils sont retournés depuis, je ne pense pas. On les voit suivre les cours à distance, s'entraîner chez eux dans leur, OK. studio et à leur bar, chez eux, quoi. Donc voilà, ça m'a vraiment touchée. Enfin bon, évidemment, je pense que les danseurs de la School of American Ballet ne sont pas les personnes les plus à plaindre des conséquences du covid, mais on va dire qu'à la petite échelle, ça m'a vachement touchée, en fait, de voir comment ça avait, un impact sur, la vie, et les carrières un peu, toutes tracées, enfin les idées toutes tracées que se faisaient ces jeunes danseurs de leur année scolaire, quoi. Bref, enfin voilà, c'était un peu mon kiff, mon plaisir coupable des vacances de Noël et voilà, je recommande cette série. Enfin, évidemment, si vous vous intéressez, à la danse, ou à ce genre de documentaire, voilà. Mais ça fait vraiment envie, et je trouve que, bah, cette histoire qu'ils doivent partir pour le covid et tout, enfin, ça fait partie de la démarche documentaire. C'est-à-dire, ils avaient pas du tout prévu que ça parle de ça Oui. et au final, ça parle de ça. Je trouve ça très fort, en fait. Ça doit le rendre d'autant plus intéressant, sinon ça aurait été juste une année, de la School of American Ballet et là, ça documente un truc, Mmh. incroyable qui s'est passé, quoi. Mmh. Ça fait très envie. Alors, on voulait parler d'une comédie musicale dans une série non musicale. Laquelle, Fanny? Alors, il s'agit de la série, Sex Education, donc très précisément la saison 2 de cette série britannico-américaine, il me semble, qui est Mmh. donc, diffusée, sur, Netflix et Encore? qui, comporte parmi ses interprètes la formidable Gillian Anderson, qui n'est pas, Mmh. je cite une connaissance, la meuf de Sex Education qui avant tout a, interprété le rôle de Dana Scully dans
X-Files dans les années 90 pour nos plus jeunes auditeuristes qui ne connaîtraient pas Gillian Anderson, elle n'est pas la meuf de Sex Education. Je devais faire un point sur Gillian Anderson. La personne qui est concernée par ce petit rant de Fanny, si tu te reconnais. Donc c'est une fois encore une série adolescente, hein, une série teen, qui suit le quotidien d'étudiants d'un lycée dans lequel l'un d'entre eux, donc le fils de la fameuse Gillian Anderson, va donner de manière informelle des conseils en matière d'éducation sexuelle, puisque sa mère est en fait spécialisée enfin sexologue en fait tout simplement, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc à partir du milieu de la saison à peu près, on a une partie des protagonistes qui vont monter une comédie musicale qui s'appelle Romeo and Juliet the Musical. Alors on se demande malgré tout si quelqu'un n'aurait pas dû leur parler de West Side Story, qui est déjà plus ou moins Romeo et Juliet the Musical, mais bon. Donc parmi les protagonistes principaux qui vont participer à cette comédie musicale, on a le personnage de Jackson, donc un étudiant qui fait de la natation à un très haut niveau et qui est très investi dans ce sport, qui va jouer le rôle de Roméo. Lily, un personnage d'étudiante, on va dire atypique, la fille un peu bizarre, qui va mettre en scène cette comédie musicale. Et Eric, un des deux personnages principaux, qui va être dans l'orchestre. Je trouvais qu'il y avait un petit côté Glee, notamment quand le sportif Jackson va vouloir faire partie de la comédie musicale, mais que c'est jugé ringard par ses camarades sportifs. On retrouve cet antagonisme entre sportifs et théâtreux. Et dans le dernier épisode de la série, une grande partie de l'épisode va être consacrée à la représentation qu'on voit à l'écran, qui va être copieusement interrompue, puisque pour résoudre pour la fin de saison les différentes intrigues. Mais on voit malgré tout pas mal cette comédie musicale. Ça m'a étonné d'ailleurs combien on la voyait, alors que c'était pas, on va dire, le sujet premier de la série. On les voit pas mal chanter et danser avec une mise en scène en fait complètement barrée, hyper sexuelle, hyper futuriste. Et alors là, comme pour Glee, c'est une production qui est censée être interprétée dans un petit théâtre où ils ont aucun budget, mais on va être sur un truc faramineux en termes de costumes, de décors, etc. Donc évidemment, pas du tout crédible. Oui, c'est clair. J'avoue que j'avais oublié cette partie de l'intrigue au moment où tu en as reparlé pour l'épisode, mais ça m'est revenu effectivement le côté gênant / drôle avec les chorégraphies très suggestives, c'était assez marrant. Et voilà, on a le spectacle qui effectivement est de manière assez étonnante le climax de l'intrigue de toute la saison, comme dans un bon vieux film backstage. C'est assez intéressant. Si on donnait à nos auditeurs et auditrices des nouvelles de Ryan Murphy. Mais oui, Ryan, que devient-il? Comme un peu tous les ans, hein, je pense qu'on va parler de ce que fait Ryan Murphy dans la vie, puisqu'il fait beaucoup de choses quand même, hein, il faut le dire. Il a sorti la saison 2 de The Politician sur Netflix, puisqu'il officie désormais sur Netflix. Alors évidemment, The Politician, c'est pas une comédie musicale, mais l'interprète principal de la série, c'est Ben Platt, donc évidemment que si Ben Platt est quelque part, il doit chanter. Et en l'occurrence, il chante dans une scène vers le début de la saison la chanson Corner of the Sky de la comédie musicale Pippin. Alors, juste en passant, c'est une saison que j'ai moins aimée que la première. Je trouve que tous les personnages sont antipathiques et ou idiots, et j'ai pas trop compris. Je comprends plus trop ce que la série raconte, mais bon. Il y a une autre série de Ryan Murphy cette année, c'est Hollywood, également sur Netflix donc. En l'occurrence, pas de comédie musicale à l'horizon, alors que ça se déroule à Hollywood pendant l'âge d'or. Donc, what? Et en plus, il y a Patti LuPone et Darren Criss dans le cast. Donc, c'était quand même l'évidence même. Mais Ryan Murphy n'a pas saisi cette perche. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est une série vraiment très chouette qui présente, on va dire, une réalité alternative de ce qu'aurait pu être Hollywood si les institutions, on va dire, avaient eu le courage et si les circonstances avaient fait que une actrice noire pouvait être l'héroïne d'une grosse production et qu'en parallèle, un acteur homosexuel pouvait faire son coming out dans les années 50, quoi. Donc, hyper intéressant. À propos de The Politician, peut-être signaler également la présence de Bette Midler dans le cast. Et malgré tout, on ne nous gratifie pas, il me semble, d'un duo
entre Ben Platt et Bette Midler. Il rate toutes les occasions, hein, ce Ryan Murphy. Et alors, Hollywood, pour revenir sur ce que tu disais sur Hollywood, je pense que c'est vraiment une attaque personnelle, en fait. Faire une série sur Hollywood des années 50 en nous privant de comédie musicale, je pense que Ryan cherche à nous dire quelque chose, là. Il nous aime pas. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On parle de toutes ses œuvres. D'ailleurs, ça nous fait une transition parfaite puisqu'on va encore parler d'une production Ryan Murphy. Nous transitionnons vers la catégorie film, puisque malgré la fermeture des salles de cinéma, on peut quand même voir des films, heureusement, sur les plateformes. Et donc, parlons de The Prom. Alors, The Prom, c'est une adaptation donc en film de la comédie musicale du même nom, dont la musique est de Matthew Sklar, des paroles de Chad Beglan et un livret de Bob Martin et toujours de Chad Beglan. Une comédie musicale qui a ouvert à Broadway en 2018 et qui raconte l'histoire de 4 acteurs de Broadway qui viennent aider une jeune lesbienne de l'Indiana dans le but de redorer leur image parce que donc cette jeune fille est interdite de prom, de bal de fin d'année, et que eux, de leur côté, sont perçus comme, je cite, égoïstes et narcissiques. Et bon, pour montrer qu'ils ne sont pas égoïstes et narcissiques, ils veulent se saisir d'une cause. Et donc, cette cause, c'est celle de cette jeune fille qui ne peut pas assister à la prom. Au casting de ce film, on retrouve des noms quand même célèbres, tels que Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannells ou encore James Corden. Alors oui, un casting vraiment de prestige qui avait généré une grosse attente chez les fans de comédie musicale, d'autant plus quand ceux-ci n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. Moi, j'ai trouvé les numéros, les chansons plutôt pas mal, même s'il y a rien, pour être honnête, qui m'a vraiment ébouriffée et qui m'a vraiment, où j'ai vraiment eu le truc qui est resté dans la tête longtemps. J'ai trouvé la performance de Nicole Kidman assez sympathique sur un numéro hommage à Bob Fosse. J'ai trouvé aussi le numéro de groupe d'Andrew Rannell et des Popular Kids du lycée, là, Ouais. un numéro qui se passe dans un mall, assez sympa. J'ai été très désarçonnée par contre par le nombre de placements de produits. Je ne sais pas si tu as Ah, remarqué, mais j'ai pas dans fait le gaffe. mall, on pouvait voir toutes les enseignes. Alors au début, on voit bien qu'ils vont à Forever 21. Enfin, vraiment, je ne sais pas si c'est que je connais très très bien les malls américains, mais j'ai tout reconnu. C'était presque, oh bah tiens, dans ce mall, il y a tel magasin. J'ai pas fait gaffe comme quoi. Et aussi à d'autres moments, tu avais des plans sur des marques. Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup perturbée. Et alors, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que mon cher Ryan, c'est peut-être pour ça que tu nous aimes pas, mais il faut qu'on te dise que c'est filmé en dépit du bon sens, hein, cette œuvre. Je trouvais que c'était très très représentatif de cette tendance particulièrement horripilante du montage absolument frénétique et morcelé. Alors peut-être pour rendre ça plus excitant, plus intense, mais qui a avant tout pour effet d'empêcher totalement de profiter de la performance et des chorégraphies. Alors très souvent en plus, on avait des grands mouvements de caméra qui mettaient les acteurs hors champ. Tendance particulièrement remarquable sur le numéro de Nicole Kidman dont je parlais précédemment, qui est en fait un duo entre Nicole Kidman et l'interprète du rôle principal. À un moment, elle descend de l'escalier et la caméra va nous faire un zoom avant, où du coup, elles disparaissent hors champ. Donc, mais why, Ryan, pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça? Et moi, je me dis que quand tu te dis que tu as besoin de tels artifices pour vraiment émerveiller ton spectateur, c'est qu'il y a quand même un problème dans l'œuvre. Voilà, voilà. Donc moi, je connaissais juste de nom cette comédie musicale, donc vraiment, j'ai absolument tout découvert. C'était assez plaisant. Après, je trouve qu'au niveau de l'intrigue, c'est un peu trop focus sur les personnages des stars de Broadway, qui évidemment en font des tonnes. Parce qu'en plus, c'est Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannells et James Corden, donc voilà. Et que c'est pas super convaincant sur le récit. L'intrigue est un peu légère. En fait, quand on y réfléchit, les stars, en fait, leur arrivée ne sert à rien. Tout va trop vite. La gamine, la fameuse qui a un problème pour aller au prom avec sa copine, elle s'attache à ces stars relous en 2 secondes, c'est devenu leur meilleure pote et Nicole Kidman traîne dans sa chambre et j'étais là, mais quoi, enfin... Et voilà, je trouve aussi que ça manque un peu de finesse. Le personnage de la mère, qui est donc la mère de la copine de l'héroïne, qui est donc la chef du, je sais pas comment on appelle ça, le comité des parents ou un truc comme ça du lycée,
qui est voilà super intolérante, jouée par Kerry Washington. Bon, c'était pas hyper subtil. En revanche, je trouve les deux héroïnes vraiment hyper cute. Donc, elles sont jouées par une nouvelle venue qui s'appelle Jo Helen Pellman et par Ariana DeBose, donc, dont on parlait tout à l'heure à propos de Hamilton, et qui sera Anita dans le West Side Story de Steven Spielberg qui n'a pas pu sortir cette année. J'ai bien aimé aussi Keegan-Michael Key, donc qui est l'acteur qui joue le proviseur du lycée, qui est plutôt compatissant, qui est un personnage plutôt attachant. Acteur qu'on avait vu dans Jingle Jangle aussi, la comédie musicale de Noël de Netflix dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il y a plein de références plus ou moins lourdes, on va dire, à la comédie musicale, dans les dialogues, dans les numéros, forcément, puisque les personnages sont des acteurs et actrices de Broadway, mais j'ai plutôt bien aimé ce côté-là dans l'ensemble. On sent que la comédie musicale d'origine est plutôt sympa et sincère, et le film, lui, fait un petit peu forcé. Un petit peu de manière méta, comme les personnages de stars dans le film viennent faire de la récupération sur une histoire authentique, etc. Mais voilà, j'ai quand même trouvé que dans l'ensemble, c'était un film plutôt agréable à regarder en cette période morose. Autre film dont on voulait parler, cette fois-ci un film de Disney+, c'est un documentaire qui s'appelle Howard, qui est consacré à Howard Ashman. Howard Ashman, c'est un parolier de comédie musicale, donc qui a notamment écrit les paroles de Little Shop of Horrors, puis celle de La Petite Sirène, de Aladdin et de La Belle et la Bête, donc en collaboration avec Alan Menken qui composait la musique, et ce jusqu'à sa mort du sida en 1991. Alors, le film a été réalisé par Don Hahn, qui est un producteur de plusieurs films de la période qu'on a appelée de la Renaissance Disney. Il est aussi le réalisateur du documentaire Waking Sleeping Beauty, qui est justement un documentaire sur cette période de la firme. Donc c'est vraiment une production de Disney, ce documentaire, qui retrace la vie et la carrière d'Howard Ashman, ses débuts en tant que dramaturge à New York, sa rencontre avec Alan Menken, leur succès à Broadway puis chez Disney. C'est lui qui est recruté chez Disney et qui va emmener Alan Menken avec lui. Et puis aussi sa vie personnelle, la maladie, etc. C'est un documentaire très classique, un peu mélo, avec notamment une musique larmoyante, mais que j'ai trouvé assez intéressant, notamment dans sa précision pour tout ce qui tourne autour de la création, de l'écriture et de la manière de travailler d'Howard Ashman. C'est vraiment l'aspect qui m'a intéressée. Moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'avoue avoir été particulièrement perturbée par la fin, effectivement, comme tu le dis, très mélo, au point que j'ai trouvé ça difficilement soutenable, même si je pense que c'est toujours délicat. Est-ce qu'on doit vraiment montrer l'horreur, des morts du sida? C'est hypocrite, hein, de passer sous silence, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le propos ici? Je sais pas trop, en fait. Il m'a semblé qu'il y avait une vraie ambiguïté de la façon dont on traite le sujet sur Disney+. Bon, déjà au début, j'étais assez soulagée qu'on disait qu'il était homo, parce que je pense qu'à une époque, on aurait pu faire tout un documentaire sur lui sans le dire. Donc ça, c'est établi. Mais à partir du moment donc, où on apprend que il est malade et qu'on comprend qu'il le cache à ses collègues, là, pareil, une petite période d'hésitation, on comprend pas tout de suite pourquoi. Et après, c'est clairement dit. Il y a une citation comme il n'a pas osé en parler à ses collègues parce qu'il avait peur d'être viré. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien de resituer le truc dans son époque et de dire que bah à ce moment-là, les gens mouraient du sida dans la honte et en silence parce que bah voilà, ils avaient peur d'être virés et que Disney assume en quelque sorte que bah, c'était ça le climat de travail chez Disney. Tu vois, je veux dire, rétrospectivement, ils cherchent pas à embellir le truc, même si, et c'est là où ça nuance ce que je viens de dire, ils vont retourner un peu cette honte contre Ashman lui-même à coup de témoignages de collègues de l'époque qui nous disent ah mais si seulement il nous avait dit pourquoi il s'absentait, pourquoi est-ce qu'il était irritable et tout ça. Il y a un petit côté genre, bah, c'était sa faute, hein, il assumait pas, mais on l'aurait aidé quand même. C'était sa faute, c'est pas de celle de l'atmosphère, ben, pas safe qui était celle de l'époque, quoi. Et alors, ce qui m'a vraiment achevée, c'est le passage de la fin, à propos notamment de la chanson Part of Your World. Ah, il voulait faire passer des messages, mais il n'était pas politique, juste universel, aussi à propos du passage sur la foule en colère Oui, La Belle et la Bête, de La Belle et la Bête. Kill the Beast.
voilà, soi-disant, ça n'est pas politique, mais il y avait quelque chose quand même à laquelle il pouvait se raccrocher dans cette image de personne qui cherchait un bouc émissaire. Mais à part ça, c'est pas du tout politique et il est avant tout universel. Enfin, voilà, ce Mmh. côté des homos qu'on cherche avant tout à resituer comme universel. J'ai trouvé ça, voilà, vraiment très lourd et aussi au bout d'un moment, tu comprenais pas vraiment, ce que voulaient dire les gens. Enfin, tu sais, à force de ne pas dire les choses et de marcher sur des œufs, ça rend le truc totalement sibilant et tu dis: «Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Je comprends pas». Donc bref, moi ça m'a quand même pas mal perturbée toute cette question de comment on traite de la maladie et de sa mort, en rajouter des tonnes sur le côté mélo, la dernière personne qui lui a parlé, le dernier enfin, je sais pas. Ça m'a perturbée, ça m'a presque distraite, si tu veux, du sujet initial, même si en soi, comme documentaire sur la façon dont il travaillait et ce qu'il a apporté à la comédie musicale, j'ai trouvé ça évidemment très intéressant parce que j'avoue que je ne le connaissais pas du tout. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on sent que Disney, ne sait pas trop sur quel pied danser avec ça, quoi. Donc ça donne un truc un peu hybride, bizarre. Mais voilà, et comme tu viens de le dire, sur l'aspect vraiment documentaire, sur le travail de Howard Ashman, je trouve que c'est quand même assez intéressant. J'ai appris, je ne savais pas que le boss de Disney de l'époque, Jeffrey Katzenberg, voulait couper Part of Your World, Partir là-bas de La Petite Sirène. Alors là, Crime! non, mais on rêve. Mais du coup, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé à l'époque pour Le Magicien d'Oz avec la MGM qui voulait couper Somewhere Over the Rainbow. Qui voulait couper, en plus, c'est des chansons assez similaires, ces deux chansons. Hein. C'est des I Want Song sur des jeunes femmes qui veulent partir de chez elles pour un monde meilleur. Et en fait, on veut leur couper la chic à ces jeunes femmes. C'est incroyable quand même. Je me suis fait exactement la même réflexion. Mais bon, quand même, le bon sens fait que c'est tellement de bonnes chansons que ça reste dans l'œuvre finale, et fort heureusement. Il y a aussi de très intéressantes anecdotes, notamment sur la création d'Aladin. Il y a une partie sur une chanson coupée de Jafar. Une chanson qu'on n'entend pas, non? Je crois pas. Ouais, j'ai trop regretté. Et j'ai bien aimé aussi le moment où il dit, «Tout le monde veut écrire pour les méchants», genre c'est vachement plus intéressant les chansons de méchants. Ouais, ouais, très intéressant. Et aussi, j'ai adoré, à propos de La Belle et la Bête, lorsqu'on voit les images de l'enregistrement des chansons, avec Jerry Orbach, l'interprète de Lumière, et Angela Lansbury, l'interprète de Mrs. Potts, Mrs. Samovar. Moi aussi, ça m'a donné, trop des frissons, cette Mm. séquence et même le passage parce qu'il y a une première séquence où on l'entend chanter et après il y a un passage où on voit qu'elle, chante, Histoire éternelle, mais on n'entend pas et j'ai réussi à avoir des frissons même si on n'entendait pas. Tu vois? Ah ouais, non, mais c'est génial, j'avais jamais vu ces images, ouais, c'est émouvant, quoi. Ouais. Alors là, c'est plus vraiment une comédie musicale, hein, on sent qu'on ratisse très large cette année pour, combler malgré tout notre notre, envie de voir des choses. Il s'agit plutôt d'un film sur la danse, mais, dont j'aimerais dire quelques mots. Donc c'est un film, Netflix, une fois de plus, qui s'appelle, Feel the Beat et qui a notamment comme interprète, Donalyn Champlin, donc Paula dans Crazy Ex-Girlfriend, donc un film sur la danse avec Donalyn. Moi, c'est amplement suffisant pour que je Mais regarde. j'avais pas entendu parler. Oui, j'avoue, en relisant mes notes, puisque cette année, j'ai eu le bon sens de prendre des notes au fur et à mesure, je me suis dit: «Oh là là, mais je suis vraiment une horrible amie, je crois que j'en ai pas parlé». Mais non, je suis choquée. Je crois que c'était pendant le premier confinement que j'ai En regardé. plus, en plus, j'avais le temps. On va dire rien d'exceptionnel, mais quand même assez plaisant. Donc c'est l'histoire d'une danseuse de Broadway qui tombe en disgrâce parce qu'elle va, bousculer une diva de la profession là pendant une audition et qui va retourner dans sa ville natale. Les prémices, ça fait un peu film de Noël, tu sais, où tu vois le Mmh. personnage dans son quotidien et qui va rentrer, chez elle pour quelque temps. Elle, à cette occasion, donc quand elle rentre chez elle, elle va, reconnecter avec son ancienne prof de danse, incarnée par Donalyn Champlin, qui est tout aussi, fofolle et maternante que dans, Crazy Ex-Girlfriend et Donalyn, enfin le personnage de Donalyn, va lui proposer d'encadrer, les petites de son école de danse pour un concours national.
Au début, donc notre héroïne refuse parce que voilà, elle se dit qu'elle est, au-dessus de ça. On comprend aussi que c'est la fille, de la campagne entre guillemets, enfin de la petite ville américaine qui a réussi, qui est devenue un peu l'idole locale, notamment des petites de l'école de danse, puisqu'elle a réussi à devenir danseuse professionnelle. Donc au début, elle refuse parce qu'elle s'estime au-dessus de ça, mais finalement elle accepte parce qu'elle a compris que la personne qui devait juger ce concours national, c'était un grand ponte de Broadway. Comme ça, elle essaye en fait de se racheter, enfin elle espère se faire remarquer, notamment en volant la vedette à ses petites élèves. Finalement, au fil des répétitions, évidemment, elle se prend authentiquement au jeu et va amener les petites à la gloire. Donc c'est en fait une sorte de caricature de backstage story, même si on avait un espèce de manuel à faire sur écrivez un film Hein. de danse ou un film backstage. Je pense qu'on peut tout reprendre de ce film. C'est des ressorts hyper attendus, hyper éculés. On retrouve les thèmes classiques de la comédie musicale hollywoodienne et des films de danse récents, hein, voire tout ce que j'avais pu dire sur Step Up, hein, lors de ma carte blanche. On retrouve exactement les mêmes thèmes, le conflit entre le fait de réussir seul ou réussir en groupe, le conflit entre deux conceptions de la danse, une conception danser pour le plaisir de danser ou danser pour gagner la compétition. On nous présente, là encore de façon traditionnelle, la danse comme le fruit d'un dur travail. On nous montre des performances imparfaites qui vont progressivement s'améliorer et finalement montrer l'harmonie du groupe enfin advenue lorsqu'ils arrivent tous à faire spectacle ensemble. Et enfin, on utilise la danse pour résoudre d'autres conflits relatifs à l'estime de soi de cette jeune femme, l'héroïne du film, mais aussi la réparation d'une mauvaise rupture avec un amour de jeunesse. Donc vraiment, on a tous les ingrédients du film de danse, du film backstage traditionnel. Encore une fois, rien d'inoubliable, puisque je l'avais moi-même oublié, mais ça se regarde tout à fait. Ok, c'est noté. Alors, un autre film sur la danse, également sur Netflix. Je crois qu'on parle à peu près que des choses qu'on trouve sur Netflix ou sur Disney+ dans cet épisode. Mm. Et c'est normal, c'est la période qui veut ça. Donc, j'ai vu moi le documentaire Dance Dreams Hot Chocolate Nutcracker, dans lequel on retrouve quelqu'un dont on a parlé dans notre épisode de Noël, c'est Debbie Allen, la grande chorégraphe, qui est également metteuse en scène et réalisatrice, donc qui a réalisé dernièrement le fameux Dolly Parton's Christmas on the Square. C'est également une actrice connue pour le rôle de la prof de danse dans la série Fame, et aussi, apparemment, mais je ne connais pas cette série, un rôle important dans Grey's Anatomy. Et à Broadway, elle a joué Anita dans West Side Story et elle a joué aussi Sweet Charity. Elle a eu des nominations au Tony. Enfin bref, c'est une star. Le documentaire se déroule dans son école, donc la Debbie Allen Dance Academy. Et ça va parler d'un spectacle qu'elle produit chaque année qui s'appelle le Hot Chocolate Nutcracker, donc le casse-noisette. En fait, c'est une version revisitée du casse-noisette en comédie musicale avec des enfants. Donc encore une fois, quand tu as parlé du casse-noisette plus haut, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment apparemment une institution, le casse-noisette. Et là, en l'occurrence, c'est une version voilà, personnelle à Debbie Allen. Alors, le documentaire est un peu trop hagiographique envers donc Debbie Allen et un peu trop édifiant. On a des portraits des jeunes étudiants, ça va d'enfants de 4 ans à des gamins de 18-20 ans. Voilà, et c'est un peu en mode Debbie Allen leur a carrément sauvé la vie en acceptant de les prendre dans sa production, dans son école, etc. Enfin, c'est un peu too much. Mais il y a pas mal de moments intéressants, voilà, quand on aime ce genre de documentaire, ça fonctionne, hein. Les auditions, les répétitions du spectacle, les petits obstacles, etc. Et puis à la fin, la représentation. Alors Debbie Allen, elle a pas l'air commode, hein. En répétition, là, oh là là, j'aurais eu trop peur si j'étais une gamine dans son école. Franchement. Autre élément qui est à noter, c'est que beaucoup des élèves de l'école sont afro-américains. C'est une école qui se veut très inclusive, qui prend, je crois, 75% de boursiers, etc. Et c'est un peu triste à dire, mais voir autant de ballerines noires dans une troupe, c'est extrêmement rare, donc c'est très frappant en fait. Et ça donne assez envie de voir cette espèce de casse-noisette chelou. Alors, petit bilan de l'hécatombe également en ce qui concerne les films, tous ceux qui devaient sortir au cinéma et qui ne sont pas sortis. Nous avons Everybody's Talking About Jamie, qui devait sortir en cette fin d'année, qui ensuite devait sortir en janvier 2021 et finalement est repoussé au calende. On ne sait pas trop comment ça va sortir. In the Heights, l'adaptation très attendue de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda,
devait sortir à l'été 2020 et repoussé à l'été 2021. Et West Side Story de Steven Spielberg devait sortir en décembre 2020 et est repoussé en décembre 2021. On n'en peut plus d'attendre ces films. Alors pour continuer sur le cinéma, Fanny, tu voulais parler d'un film non musical. Oui, je voulais juste mentionner le film La Bonne Épouse, un film français qui était sorti juste avant Ouais. le premier confinement, dont l'intrigue se déroulait à la fin des années 70 dans une école de ménagères. Donc, qui n'a absolument rien d'une comédie musicale, mais qui comporte malgré tout à la toute fin une espèce de séquence musicale dansée où on a un numéro avec Juliette Binoche, qui est la directrice de cette école, et donc les élèves qui montent à Paris pour se joindre aux manifestations de mai 68, je crois. J'avoue que j'ai un peu oublié ce film depuis tout le temps qui s'est écoulé. En plus, je l'avais vu en avant-première, donc c'était Ah oui. hyper longtemps. À la fin, elles font une espèce de danse, enfin de manifestation dansée dans les champs lorsqu'elles marchent vers Paris. Une espèce de numéro de danse contemporaine assez étrange, mais qui participe à la tendance qu'on avait déjà observée en 2019 de mettre des numéros musicaux dans des films non musicaux. Ouais. Ça m'avait fait penser un petit peu à Notre-Dame. Oui, le film de Valérie Donzelli. Ouais. Pareil, ce numéro musical final assez étrange. Donc voilà, c'était simplement pour mentionner cela. Oui, à mentionner également le dernier film des studios Pixar, Soul, qui est sorti donc le jour de Noël sur Disney+, alors qu'il était évidemment prévu pour les salles de cinéma, hein, encore une fois, sniff sniff. Soul, dont le personnage central est un pianiste de jazz afro-américain. Donc voilà, je ne vais pas spécialement parler du film, mais simplement mentionner qu'il y a plusieurs belles séquences de musique. Et ça m'a vraiment bluffé sur l'aspect visuel, notamment les plans sublimes sur la saxophoniste. C'est incroyable de précision et de poésie. Moi aussi, donc film vu à Noël que j'ai beaucoup aimé. Juste en passant, ne pas oublier les films qui sont sortis cette année, mais dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Il y a donc Judy, le film sorti en début d'année, consacré donc à Judy Garland, auquel nous avons consacré un épisode spécial en février. Et puis il y a 2 productions Netflix que nous avons évoquées dans notre épisode de Noël. Il s'agit de Jingle Jangle et de, on en revient toujours, Dolly Parton's Christmas on the Square. Alors, on voulait aussi vous parler d'un livre, et oui, incroyable, le livre de Rachel Bloom. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est évidemment la co-créatrice et l'actrice principale de la meilleure série ever, à savoir Crazy Ex-Girlfriend. Donc ce livre s'appelle I Want to Be Where the Normal People Are. Il est sorti en novembre. Alors pour l'instant uniquement en anglais, hein, donc éditeur français si vous nous écoutez, on ne sait jamais. J'avais évidemment envie de le lire, hein, c'est Rachel Bloom, donc je l'aime. Mais j'étais pas totalement hypée parce que bon, pour moi les livres écrits par des gens connus en mode anecdote et leçon de vie, bon, c'est pas fondamentalement un truc qui m'intéresse. C'était une erreur, c'était ne pas faire confiance à Rachel Bloom et je m'en excuse auprès d'elle. Le livre est très émouvant, très drôle, les deux à la fois, exactement comme Crazy Ex-Girlfriend. Voilà, c'est une collection de textes qui vont raconter sa vie et sa carrière sous différents angles, etc., mais d'une manière qui est assez cohérente, très intelligente et très très attachante. Je l'aimais déjà, mais vraiment, on est très attaché à elle après avoir lu ça. Il y a même un passage sous forme de comédie musicale. Donc quand on lit le livre, on a simplement le texte avec les paroles, etc. Mais il donne un lien vers une version chantée qu'on peut récupérer sur le site de Rachel Bloom, c'est absolument génial. Et il y a aussi un chapitre qui est consacré à une fanfiction Harry Potter, où ce dernier rencontre le club de comédie musicale de Poudlard. C'est hyper drôle, et pour moi qui suis à la fois fan de Rachel Bloom de comédie musicale et fan de Harry Potter qui en son temps a écrit des fanfictions Harry Potter, c'était absolument dirigé vers ma personne. Voilà, c'est vraiment très chouette. Il y a quelques anecdotes assez intéressantes sur la création de Crazy Ex-Girlfriend. Même, j'en voulais plus quand ça s'est arrêté. J'étais là, mais raconte plus. Donc vraiment, super. Alors moi aussi, bien sûr, j'ai adoré, hein, vraiment j'ai écrit en majuscules sur mes notes pour bien accentuer. Alors j'avais un peu peur, j'avoue, de l'effet patchwork de trucs hétéroclites, quand j'ai vu que c'était à la fois des poèmes, des témoignages, tout ça, enfin, je sais pas, j'avais un peu un a priori. Mais j'ai été totalement convaincue, c'est hyper cohérent, ça se lit très bien de cette manière un peu hétéroclite, voilà, ça fonctionne. Alors, chose inhabituelle, c'est un livre que j'ai entendu
avant de le lire parce qu'en fait, je l'avais commandé, mais il venait de Grande-Bretagne, donc il a mis du temps à venir et en fait, je ne pouvais pas attendre, donc j'ai commandé une version audio et donc cette version est lue par Rachel Bloom et c'était absolument génial. Enfin vraiment, je vous conseille de l'écouter en plus de le lire. Là, je suis d'ailleurs en train de le relire en version papier et du coup, j'ai sa voix dans la tête, c'est vraiment super bien. De toute façon, je pense que même à l'écrit, même si on ne le lit, que la version papier, si je puis dire, elle met le ton dans les Mmh. typos, elle fait des espèces de didascalies, donc c'est hyper drôle. Comme tu l'as dit, Anna, il y a des choses très, très intimes dont elle parle, c'est très touchant. Il y a pas mal de choses qui m'ont pas mal émue, même certaines choses qui ont, résonné en moi de manière inattendue, notamment lorsqu'elle parle de ses troubles, obsessionnels compulsifs, qu'elle avait quand elle était petite, Mmh. voilà, je me suis reconnue sur certains, aspects et auto-diagnostiquée, comme elle, à retardement. Je me suis aussi dit que parfois c'était vraiment un truc de méga niche pour Ouais. comprendre les références, notamment le chapitre où elle fait la liste de tous les rôles joués par des, straight male in a musical comedy et comment chacun est Oui, joué c'est par un type vrai! de mec horripilant à sa façon. Enfin, tu te dis: «Ah ouais, quand même!» J'écoutais ça dans la rue et je me disais: «Ah ouais, faut avoir la ref, quoi». Par contre, bah, du coup, j'avais absolument pas la ref, sur, la fanfiction Harry Potter, donc là, j'avoue, j'ai pas trop accroché, mais j'ai bien pensé à toi parce que je savais que quand je l'écoutais, tu ne l'avais pas encore lu et je me disais: Ça va hyper plaire à Anna». Et beh, voilà. Et enfin, nous terminons avec un projet tout récent et très original. C'est Ratatouille The TikTok Musical ou Ratatousical. Alors techniquement, c'est un spectacle de 2021 puisque ça a été diffusé le 1er janvier, là on l'a vu très récemment. Mais le buzz, le projet sont totalement 2020, hein, puisque c'est quelque chose qui a été créé en plein confinement, donc sur la plateforme TikTok, au moment où du coup il n'y avait pas de salles de spectacle sont fermées, où donc les fans de comédie musicale cherchaient comment rester créatifs pendant cette période. C'est un projet aussi distancié, puisque voilà, tous les interprètes sont chacun dans leur petit cadre, chacun chez eux. C'est une adaptation en comédie musicale en ligne, donc, du film de Pixar Ratatouille de 2007. Donc c'est un projet collaboratif qui est né à partir des contributions sur TikTok. Alors quelqu'un a d'abord posté une chanson isolée, Mm. et si on faisait de Ratatouille un musical et ça a pris comme on dit, hein, et des centaines de personnes ont contribué, chacun, sur, leur spécialité, hein, tous les corps de métier ont participé, que ce soit des compositeurs, parce que donc d'autres chansons ont été inventées, les chorégraphies, les costumes même, enfin voilà, c'était quelque chose de très collaboratif. Disney a bien évidemment donné son autorisation pour en faire une vraie comédie musicale qui a donc été streamée, enfin disponible en streaming le 1er janvier 2021 et donc en fait des places ont été vendues pour cette comédie musicale virtuelle et l'argent récolté suite à ces ventes bénéficiera au Actors Fund, hein, donc le système de, je sais pas comment on peut appeler ça, de protection sociale en fait Ouais. pour les professionnels du spectacle vivant aux États-Unis. Dans les rôles principaux de cette comédie musicale, on retrouve des pros de Broadway, notamment Titus Burgess, que l'on connaît, que moi personnellement je connaissais de la série Unbreakable Kimmy Schmidt, qui Mm. joue le rôle de Rémi, donc le rat de Ratatouille. On a également Andrew Barth Feldman qui a joué Dear Evan Hansen à Broadway et qui incarne Alfredo, donc le jeune cuisinier. Moi, j'ai été épatée par combien il ressemblait comme Oui, deux gouttes d'eau au personnage d'animation. oui, oui, c'est très frappant. Et on retrouve aussi Ashley Park qui a été nominée, il me semble, au Tony pour son rôle dans Je Mean crois. Girls Mm, mm. et qu'on a également entendu chanter dans la série dont tu parlais tout à l'heure, Emily in Paris. Ah bon, elle chante dedans? J'ai regardé que les 2 Ouais, premiers épisodes, donc oui, elle chante vers la fin de la saison parce qu'en fait, je te spoil pas, mais sa vraie ambition, c'est de devenir une chanteuse Ah! et non pas simplement une nanny en France, mais en fait, elle est en France parce qu'elle s'est ridiculisée dans la version chinoise de Chinese Idol.
OK. Et d'ailleurs, bon, digression, hein, mais c'est fou comme ils veulent nous la faire passer pour une Chinoise dans la série, alors qu'elle a un accent, plus américain qu'américain. Je trouve qu'elle fait vraiment américaine typique Ouais, ouais. et soi-disant, c'est une Chinoise qui vit en Chine, quoi. Enfin bref. OK. Et donc dans Ratatouille, elle joue le rôle de Colette. On a également André de Shields, donc interprète légendaire de Broadway qui a joué donc dans The Wiz ou plus récemment dans Hadestown, qui fait Anton Ego, le critique culinaire. On a également Adam Lambert, donc célèbre chanteur qui se produit avec Queen et qui apparaît dans les dernières saisons de Glee, qui joue le frère de Rémi. Et dans le rôle du chef Gusto, c'est Kevin Chamberlain, qui est un acteur de Broadway, qui a reçu un Tony, je crois, pour La Famille Adams et pour Susie Cole, qu'on voit aussi dans le film The Prom, il fait le Ah manager. oui, c'est vrai. Et alors lui, c'est rigolo parce qu'il avait contribué au challenge sur TikTok. À l'époque, il avait posté la chanson Anyone Can Cook, qui est devenue la chanson d'ouverture du musical, qui est super d'ailleurs. De manière, générale, j'ai trouvé ça très chouette, en fait, j'en ai, entendu parler il y a quelques jours, hein, et donc j'ai été très agréablement surprise. On retrouve, en fait, un peu tous les types de chansons de Broadway, je trouve la Highway Song, le numéro entraînant, les tangos de méchants, enfin des choses très, très, iconiques. Mm. Et au point qu'il y a un certain nombre de chansons, en fait, que j'aurais bien envie de réécouter. Je sais pas si c'est disponible d'ailleurs sur, Spotify ou je sais pas, mais c'est quelque chose que j'aurais, plaisir à Ouais, réécouter. carrément. J'ai été assez convaincue aussi par l'utilisation, bah, des choses, on va dire qu'on a de plus en plus vues, hein, au fil des confinements et Oui. j'espère qu'en réécoutant cet épisode dans quelques années, on se dirait pas: «Ah oui, là, elles étaient au tout premier confinement». Les 3 premiers confinements, ah oui! Bref, donc j'ai été assez convaincue, même si c'est de plus en plus utilisé, mais par ce phénomène de mosaïque d'écran, en fait. Oui. Pour créer les duos, les trios, alors qu'évidemment chacun enregistre chez soi, mais c'était assez convaincant. Les dialogues en fait entre les personnages et j'ai bien aimé aussi, les effets TikTok pour les chorégraphies, puisque TikTok offre la possibilité, je sais pas comment dire, de tripler ou de doubler un Oui. enregistrement et donc en fait, on avait 2 danseurs qui formaient un ensemble de 6 danseurs. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, ça rendait plutôt bien et j'ai trouvé que ce travail technique, en fait, sur la vidéo, sur, la mise en scène, la mise en image était, particulièrement convaincant. Mais j'ai l'impression que c'était pas assez mis en avant sur les articles que j'ai pu lire, enfin vite fait, hein, sur ce projet. Bon, évidemment, le la contribution de tous les, performeurs et compositeurs sont hyper importantes, mais bon, le fait de faire de ça un produit, cinématographique, si je puis dire, ou en tout cas une vidéo, convaincant, c'est aussi un autre travail que je trouve a pas été, assez mis en valeur. Ou alors j'ai pas trouvé les bons articles, mais bref, voilà. C'était un boulot colossal qui m'a semblé très, très convaincant. Oui, alors j'ai vu que la personne qui a mis en scène, c'est Lucy Moss, qui est l'autrice et la metteuse en scène de la comédie musicale Six, la comédie musicale britannique sur les femmes du roi Henri VIII. Mmh. Donc chapeau à elle. Moi, j'en avais entendu parler un peu de loin de ce délire autour de Ratatouille the Musical. Je dis là, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis pas sur TikTok, donc c'est juste que je suis des blogueurs et des tweetos qui parlent de comédie musicale aux États-Unis. Mais je m'étais pas spécialement penchée dessus, donc je découvre totalement et c'est vraiment une bonne surprise. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment sympa en fait de voir la créativité de cette communauté de Broadway qui va des fans sur les réseaux sociaux. Je crois que celle qui a vraiment lancé le truc, elle est institutrice, Mmh. la toute première, qui va des fans jusqu'aux artistes confirmés, qui prennent en compte les trucs un peu, ce délire de fans à l'origine et qui en font un truc. Enfin, je trouve ça assez émouvant en fait, dans un contexte où il n'y a pas de spectacle vivant, donc c'est assez fort. En fait, c'est pas du tout ce que j'attendais. J'attendais une espèce de truc très parodique, même si, bon, il y a un côté pastiche, hein, comme tu disais, avec les types de chansons, etc. Puis il y a aussi des références à d'autres comédies musicales comme Cats ou Chorus Line. Moi, j'ai trouvé pas spécialement que c'était parodique, hein, simplement que ça reprenait les codes pour en faire un truc hyper canonique et que ça a vraiment ce côté Mm. œuvre de fan, parce qu'on sent que c'est avant tout fait par des gens qui aiment et connaissent Broadway, comme tu disais, hein, aussi bien fans anonymes que professionnels. Et du coup, c'est vraiment authentique, quoi. C'est une vraie histoire émouvante.
C'est l'histoire du film, tout le monde prend ça au sérieux, c'est agréable. J'ai particulièrement aimé la chanson Rat's Way of Life qui m'a trop fait rire avec Adam Lambert qui fait l'éloge de la vie de rat en disant c'est génial de faire les poubelles et de traîner dans les égouts. Enfin, c'est vraiment hyper drôle, mais c'est aussi émouvant. C'est pas qu'un gag, quoi. J'ai vraiment ressenti le déchirement de Rémi entre la vie avec les rats et celle avec les humains, et voilà, comment choisir, etc. Ça fonctionne vraiment très bien en tant que comédie musicale en soi. Je suis tout à fait d'accord avec toi que, c'est presque le plus important, c'était que ça se prenne au sérieux. Enfin, mais dans le bon Mm. sens du terme, tu vois? Que Oui. pas que ce soit juste, ouais, une lubie ou juste montrer que à distance, on pouvait faire des trucs, parce que bon, bah, voilà, depuis quelques mois, on le sait qu'à distance, on peut créer du spectacle vivant, enfin, une autre Mm. forme de spectacle. Mais, c'était assez rafraîchissant et c'est ce que je me suis dit en lançant les enfin, tu vois, vraiment quand les premières notes sont arrivées, les premiers trucs ont été posés, je me suis dit: «Oh merde, c'est une vraie comédie musicale de Broadway». Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mm. Et puis ça avait un côté un peu insolite parce que voilà, j'étais dans ma chambre avec, le petit ordinateur, je me dis: «Ah mais Broadway vient chez moi». Enfin, ça m'a fait un effet vraiment curieux et voilà et comme tu dis, c'est pas une blague quoi, c'est une nouvelle forme, bon voilà, bah, ça n'empêche pas, ça n'enlève rien au fait que ce qu'on veut nous, c'est de pouvoir retourner dans les salles et voir du Mm. spectacle vivant à l'ancienne, dans un fauteuil mal assis et en étant distraite par les gens qui mangent des bonbons à côté de nous. Mais mais c'est, plus qu'une expérience intéressante, je trouve, ce truc. Eh ben, c'est vraiment chouette qu'on ait fini avec ça parce que c'est bien, ça résume bien l'année, je trouve. En même temps, ça donne une forme d'espoir sur ce qu'on peut faire en attendant de pouvoir retrouver une vie normale. Mmh. Voilà, j'espère que ce bilan de l'année 2020 vous aura plu. Dites-nous, vous, ce que vous avez aimé cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos différents avis sur les œuvres et puis dites-nous aussi ce que vous attendez de 2021, hein. Soyons un peu positifs. Ayons de l'espoir pour la suite. Voilà. Soyons fous et ne perdons pas espoir. Eh bien, on vous remercie. On remercie nos, partenaires, L'Écran Pop et Tony Comedy Et bonne année. et bonne année, encore une fois, bonne année Oui, 2021, bonne année. qu'elle soit moins pire que 2020 On y croit. et à très, très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut, salut!